La nacelle ici, donc M. Thomas pourra vous donner plus précisément une certaine origine, mais pour vous rappeler simplement que les prémices de l'aviation ici sur Luchon, c'est la fin du 19e siècle, c'est un peu d'aérostation, bien que les montgolfières soient quand même du début du 19e ou de la fin du 18e. Hein. On a quand même attendu pas mal de temps ici, c'est pas un site qui est vraiment propice à faire de l'aérostation, site de montagne, mais il y a eu en fixe quelques tentatives, notamment lors des premières fêtes des fleurs, où au casino, on avait amarré un ballon. Ce même ballon avait été d'ailleurs, cette montgolfière avait été aussi en fonction sur la place du Capitole à Toulouse. Il y a Truta qui en avait tiré quelques photos. On en verra une photo tout à l'heure du reste. Simplement, bon, on avait fait décoller les gens du parc du casino, monter un peu en hauteur et puis après les faire redescendre. C'était facile dans la mesure où le ballon ne pouvait pas s'écarter de son itinéraire. C'est pas le cas de cette nacelle. Je crois qu'elle est plus récente, Monsieur Thomas. Voilà. Au niveau de la nacelle, donc vous me disiez, c'était un don. C'est un cadeau d'un couple qui habitait la région et qui s'est débarrassé oui, ça c'est quand même une nacelle. De ce matériel. Et bon, la nacelle, ils ne savaient pas quoi en faire. Ils ont appris qu'on existait ici. Et ils nous l'ont donné. Ah, mais c'est toujours un témoignage, c'est bien parce qu'on a aussi un témoignage du premier ballon qui a décollé c'est bien grand mot, au casino, hein, donc on lui avait laissé prendre quelques mètres et puis le redescendre. C'est les premières manifestations aéronautiques sur Luchon ont donné lieu justement à ce genre de choses. C'est quand même, il faut imaginer que ça tient un petit peu, on y reviendra après, mais ça tient un petit peu du cirque, quoi, un petit peu de l'animation, les premiers avions qui volent, le premier ballon qui décolle, donc ça, il y a un contact avec le public qui est pas le même que ce que l'on pourrait avoir maintenant, où des avions vont effectuer des acrobaties ou des figures en vol, et le public est au ras du sol. Là, déjà, il y avait un contact avec l'avion qui était, ou l'engin volant qui était autre. Voilà. Ici, nous avons 1, 2, 3, le quatrième là-bas sur le chariot, les 4 moteurs Bristol Hercule 100, qui équipaient le Halifax série 3, qui opérait au sein de la RAF à l'époque de la Seconde Guerre mondiale. Cet avion est tombé dans la nuit du 19 juillet 1945 au pic Lampeau dans le massif du Mont-Vallier, en Ariège. Particularité de ce moteur, c'est le seul que je connaisse avec ce principe-là, c'est un moteur sans soupape, alimenté par des chemises louvoyantes. Je pense que vous imaginez la complexité du système. Hein. Et la chemise, elle faisait comme ça, pour dévoiler l'admission ou l'échappement. D'accord. Voilà. Alors, ces moteurs... Oui, et si vous pouvez enlever l'image, parce qu'on va voir tout le mécanisme qui est derrière. Voilà, ici on a toute la distribution. Ouais, c'est vraiment fabuleux. Puissance de ce moteur, 1800 chevaux. On dirait une horloge. Alors, ça c'est les derniers types de ces moteurs-là, hein, parce qu'au début, je crois que ces moteurs faisaient 1700, 1600, 1700 chevaux. Mais bon, comme en automobile, les moteurs, ça évolue rapidement, surtout en période de guerre. Voilà. Alors là, on a vu la distribution qui agit sur les soupapes. Là, au niveau puissance, c'était intéressant. Par contre, le défaut de ces moteurs, c'était une consommation d'huile énorme. Ben oui, parce que les chemises louvoyantes, ben, il faut qu'elles soient huilées. Alors en plus de la consommation normale d'un moteur, il y avait le graissage des chemises. Alors, disons qu'il consommait presque autant d'huile que de carburant. Oui, d'accord. Donc c'était très écolo pour l'époque. Voilà, ça fumait un peu. Pour ceux qui ont connu le Nord Atlas,
eh bien c'était ce moteur-là qui était monté dessus. Ah, c'était ce moteur-là. Il y avait 2 moteurs comme ça, de 1800 chevaux, qui équipaient l'avion Nord-Atlas. D'accord, donc c'était des moteurs anglais en fait. Voilà. Ah, d'accord. Ça marchait bien, hein. Oui, J'ai volé pas mal, j'ai traversé la Méditerranée en Nord-Atlas, on n'a jamais fini à la rame. Hein. Heureusement d'ailleurs. C'est ce qu'on trouvait à Francazal peut-être. Oui. Alors, les Nord-Atlas étaient révisés à Francazal, oui. Voilà. Moi, quand je suis arrivé à Francazal, c'était la fin des Nord-Atlas. Le service qui faisait les révisions commençait à fermer les portes. Voilà. Ça, c'était dans les années... Au début des années 60 peut-être. un peu avant 1980, un truc comme ça. Ah ouais, d'accord. Je suis arrivé à 77 à Francazal, donc il y avait encore les révisions. Et 2-3 ans après, c'était terminé, quoi. Et les Nord-Atlas partaient à la casse. Ouais. D'accord. Mais ça volait bien quand même, hein. Oui, parlant de Nord-Atlas, ici on a eu quand même un épisode assez croustillant, à savoir qu'en 58, il y a un Nord-Atlas qui a disparu un petit peu des radars, on ne savait pas trop où il était, il était au-dessus des Pyrénées. Bon, on a localisé ces derniers sites, ces derniers signes dans la région. Et donc à ce moment-là, les administrations chargées de l'enquête et de la recherche se sont manifestées dans le coin pour savoir s'il était tombé par ici. Alors effectivement, ils ont eu quelques témoignages, Antignac, Moustajon, il y a eu des gens qui se sont précipités pour témoigner, pour dire, voilà, j'ai entendu ou j'ai vu une lumière, ça a tapé, ça a fait du bruit, et il y a eu un éclair, etc. Ils avaient vu la fumée, ils avaient tout vu. Bon, donc ça a un peu dirigé les recherches qui ont été faites sur le massif, sur le secteur, à tel point qu'ils ont installé le PC de recherche, le point central, donc le poste de commandement, ils l'ont installé sur Luchon, et ils ont cherché, en fonction de ce que l'on leur avait dit, les témoignages qu'ils avaient, ils ont cherché ce fameux Nord-Atlas qui était perdu à travers la montagne. Et bon, au bout de quelques jours, en fait, ils ont trouvé effectivement le Nord-Atlas dans les Pyrénées-Orientales. Alors pour compléter juste sur le moteur sans soupape, une petite anecdote, mon grand-père avait comme voiture une Panhard et Levassor sans soupape. Et donc sur le haillon arrière, il y avait écrit SS. C'est quoi un cousin à mon père avait demandé ce que ça voulait dire et mon grand-père lui avait expliqué que c'était sans sécurité, donc il n'a jamais voulu remonter dans la Panhard Levassor sans soupape. Plus sérieusement, pour ce qui est du complément de cet avion qui est tombé dans les flancs du Mont-Vallier, il n'y a pas tellement longtemps, j'ai été y faire un tour dans ce secteur-là, et il y a, c'était des Anglais, si je ne m'abuse, Oui. Voilà. Et donc, des Canadiens, et l'endroit où ils sont tombés, il y a un petit, ils en ont fait pas un mausolée, mais enfin ils ont quand même aménagé l'endroit où il était supposé être tombé, et c'est quelque chose qui est fleuri et entretenu régulièrement en pleine montagne. On y a trouvé je l'avais d'ailleurs photographié, et ça nous avait surpris en montagne, je ne savais pas que c'était celui-ci, donc que c'était cet avion, j'avais été surpris par le fait de trouver ces... Voilà, moteur allemand, c'est moteur équipé, l'avion allemand Dornier 217. Alors Dornier, je pense que tout le monde en a entendu parler. Au départ, c'était un Français, Claude Dornier, à qui on n'a pas trop cru à l'époque parce qu'il fabriquait des hydravions au départ. Et il s'était exilé en Allemagne, il a construit une usine près du lac de Constance, que j'ai eu l'occasion de visiter beaucoup plus tard. Et il a donc produit des avions pour la Luftwaffe. Voilà, donc ici, pour le Dornier 217, bombardier lourd allemand nazi. Alors, bombardier lourd, c'est beaucoup dire hein, pour un bimoteur. Alors, c'est l'historique là, dans l'après-midi du 14 juin 1944, 3 avions de ce type étaient partis de Toulouse, Francazal, pour bombarder la flotte de débarquement alliée en Normandie. C'était de suite après le débarquement. Et un de ces avions a été abattu sur les lieux, et les 2 autres sont revenus vers Toulouse dans la nuit et par mauvais temps. Ayant dépassé Francazal, les 2 avions volants de concert cherchent leur chemin dans le noir
et percutent tous les deux les contreforts des Pyrénées en Barousse. Donc derrière ces montagnes, là, finalement. Donc celui-là, ces deux-là sont... Et il n'y a eu aucun survivant. 4 membres d'équipage par avion, ça fait donc 8 morts. Alors ici, nous avons un moteur d'hélicoptère. Moteur de Sikorsky H34. H34. Hein. Ouais, c'est le Voilà. H24 Sikorsky. Voilà. Alors, pareil, une étoile de 9 cylindres, alors que jusqu'à présent on avait vu des moteurs à 2 étoiles. La puissance, ça m'échappe. Il n'y est pas dessus. Environ 1500 chevaux aussi. Environ 1500 Je m'en souviens plus. Oui, d'accord. Mais enfin, Donc c'est ouais. aussi puissant en fait que le bombardier qu'on a vu tout à l'heure, c'est ça, hein, au niveau de la puissance moteur. Mais on voit que le moteur est beaucoup plus ramassé, que tout à l'heure le moteur était beaucoup plus éclaté en fait. Ben, oui, mais il faut. Et un hélicoptère, c'est quand même assez particulier. Ouais, Et ça n'a rien à voir avec un avion. Il était à l'horizontale ce truc. Non, non. Il est comme ça là. Comme ça. Voilà. Et ça transmet comment à la pale qui tourne là? Voilà, C'est un embrayage, avec ouais. Il est peut-être dans l'autre sens, hein. et on entraîne. Et ça comment dire, pour pouvoir transmettre le mouvement horizontal dans l'autre sens. Il y a un renvoi de couple. Ouais. C'est Voilà. un peu comme ça, là, le renvoi de couple. On en verra une là-bas Ouais, tout à l'heure. tout à fait. D'accord. Une boîte Qui permet de faire d'accord. Et celui-là, donc dans l'hélicoptère, il était vertical. Et là, on a Non, il était comme ça. un grand ventilateur. Vertical. Oui, oui. Ah oui, ok. Ok, d'accord. Et là, on a le ventilateur, évidemment, pour refroidir le. Voilà. Le- Par contre, je me demande, le nez de l'appareil, c'était là-bas. Le devant de l'appareil, il était de ce côté-ci ou de ce côté-ci? A priori, de l'autre côté, je pense. De l'autre côté, Ouais. il me semble. Oui, parce que le renvoi Parce de que là, couple... les hélicos, je ne connais pas. Ouais, du le tout. renvoi de couple, il est là, donc il va derrière et il monte au... Si. Ouais, tout à fait. La prise d'air, elle est là. Oui, mais le moteur, il est là, par contre. Et donc. Et oui. Il est là-dedans. Ah, je crois qu'il était C'est bon. là. Donc il va y avoir un Voilà, moteur de couple Le ici, là. moteur culbuté. Pour aller là, vous voyez. Et système d'ambiance. comme ceci, là. Exactement, oui, le renvoi de couple comme on a derrière. C'est pour ça que là, tout et à l'heure, là, je pense vous que le disais, pour les système moteurs sans électrique, soupape, il était c'est devant, le seul modèle que je connaisse. Hein. Maintenant, il y en a peut-être eu d'autres, comme sur les voitures, mais pour l'aéronautique, apparemment, c'est le seul C'est bon. qui est connu. Alors oui, là évidemment, on a la présentation d'un moteur de Sikorsky qui est quand même un hélicoptère, je dirais presque monumental, parce que c'est gros, c'est une grosse bête. Par contre, il faut savoir que, et je pense que ça a été quand même assez important, l'influence de... en 54, il y a eu l'accident de la crémaillère. En 54. 55, la naissance de l'aéroclub, et derrière, la nécessité de réaliser une piste d'atterrissage, qui était l'aérodrome que nous avons derrière. Et a priori, l'idée qui était arrivée, qui avait commencé à mûrir, en fait, c'était que la crémaillère était un système qui avait montré que ce n'était pas infaillible. Donc, comme il y avait la possibilité d'accident, il fallait quand même la remplacer. Et l'idée qui avait germé dans l'esprit des édiles à l'époque, c'était de la remplacer par un hélicoptère. C'est-à-dire qu'on s'imaginait pouvoir monter les gens d'une part sur Superbannière et d'autre part de Superbannière vers le Céciré. Alors en fait, on s'est rendu compte que c'était une ineptie, tout au moins sur Superbannière, mais l'idée de l'hélicoptère et de l'héliport, c'était quand même resté quelque chose de bien ancré dans l'idée des édiles. Et donc, en fait, ils ont poussé autant pour faire atterrir les avions que pour faire atterrir éventuellement les hélicoptères. Et cette idée d'hélicoptère a été remplacée pour ce qui est de l'accès à Superbannière par la route, qui normalement devait être en service en 56 et qui ne l'a été qu'en 60, elle a été inaugurée en 60, alors que l'hélicoptère, il était prévu d'être basé à Superbannière pour pouvoir amener les skieurs en haut du Céciré directement sans passer par un téléphérique quelconque. Donc on voit que déjà l'idée de l'aérodrome ici était autant tenue pour les avions que pour les hélicoptères. Oui, mais à l'époque, donc, si on parle de cette idée que vous pouvez avoir pour faire monter les gens là-bas au Céciré, on ne parlait pas du tout de télécabine, voilà, c'était pas du tout dans l'air du temps en fait. Non, c'était pas que ça soit pas dans l'air du temps, c'était que ça permettait d'avoir une certaine souplesse au niveau de l'utilisation. On n'imaginait pas
On n'avait pas une réaction comptable par rapport à ça. Sinon, maintenant, évidemment, avec les temps qu'on connaît par rapport à des votes de budget et compagnie, mais à l'époque, on ne pensait pas à la comptabilité. Donc, ça coûtait tant, et puis c'est tout. Mais il faut savoir qu'on avait pensé à la voie des airs pour pouvoir. Et puis c'était tout nouveau, l'hélicoptère, c'est quelque chose qui, c'est merveilleux, quoi. C'est un outil extraordinaire, donc c'est très bien, c'est assez souple, c'est bien, quoi. Sauf que quelque part, ça coûte beaucoup d'argent. Voilà, l'épouse de cet aviateur anglais, après le décès du gars, c'est elle qui nous a donné ses tenues. Là-bas, on a sa tenue de travail et là, la tenue de sortie. D'accord. Il s'appelait Greenwood. Greenwood, d'accord. D'accord. Voilà. Alors les débuts de l'aviation sur Luchon, il faut imaginer quand même qu'il y avait eu une petite série qui était parue à la télé qui s'appelait Les Faucheurs de Marguerite. C'était vraiment tout à fait caractéristique. On avait tendance à raser les pâquerettes plutôt que réellement être assez haut. Alors évidemment, comme je disais sur le ballon, l'avantage de ces premiers aviateurs et de ces premiers avions, c'est qu'en fait, ça tenait un petit peu du jeu du cirque. C'est-à-dire que c'était du spectacle, c'était quelque chose de tout à fait nouveau, on ne savait pas trop ce que c'était, et on avait tendance à faire venir le public pour qu'il soit réellement au contact de ces nouveaux outils. Il faut imaginer que la voiture, c'est pas beaucoup plus ancien, hein, ça date de peut-être une dizaine d'années plus ancienne, mais guère, ou 10-15 ans. Donc on voit arriver des voitures qui volent. Et alors, ils avaient eu l'idée en fait, ici sur Luchon, ils avaient prévu de faire venir Roland Garros. Roland Garros, le fameux aviateur qui a donné son nom à une série de terrains de tennis, mais c'était un des aviateurs vedettes, je dirais, de la Première Guerre mondiale. Et alors, cette idée de faire venir Roland Garros, elle n'a pas abouti. Alors ensuite, on a fait un programme pour les festivités de l'année 1911 où on avait imaginé faire venir un certain Esnault qui avait été le premier à atterrir sur le Puy-de-Dôme, en haut du Puy-de-Dôme. Donc c'était déjà à l'époque un exploit en 1910. Donc du coup, on s'est rabattu sur ce qui voulait bien venir et sachant que quand on faisait venir un aviateur sur un meeting ou autre, c'était des choses qui étaient payantes parce qu'il se faisait rétribuer, il y avait quand même des frais, pas seulement de l'essence ou du matériel, mais il fallait quand même qu'il rentre dans leurs frais. Et on a trouvé un aviateur qui volait sur Newport à l'époque, c'est-à-dire Charles Weinman. Charles Thérèse Weinman, qui était un aviateur d'origine haïtienne, mais bon, parce que il était né à Haïti, non pas parce que ses parents étaient de naissance haïtienne, hein, donc il était plutôt américain. Et donc il était ici un petit peu dans la mouvance des frères Wright qui avaient été sur Pau, sur les premiers à créer leur école d'aviation. Il avait été quand même breveté, il avait son brevet de pilote. Alors vous savez qu'au départ, un peu avant la guerre de 14, on a numéroté les brevets de pilote. Alors forcément, les numéros étaient quand même dans les premières décennies, donc dans les premières décades des numéros de pilote. Et donc il est arrivé, il a été prévu pour ce meeting. Ce meeting, il apparaît sur le bulletin du syndicat d'initiative, qui ne s'appelait pas syndicat d'initiative à l'époque. Il apparaît donc sur cette petite brochure de 1911 qui est assez cocasse parce que d'un côté il y a le Tour de France qui devait venir. C'était une randonnée cycliste, le Tour de France. C'était pas un événement cycliste comme on le connaît là, c'était la deuxième année qui faisait l'école. Et d'autre part, donc ce vol qui devait être normalement fait par Esnault et qu'a fait ce Charles Thérèse Weinman. Et quand il a fait ce vol, en fait, c'était le 17 septembre 1911. Il est arrivé sur Luchon et il a atterri sur le seul terrain qui pouvait être exploitable à l'époque pour pouvoir atterrir, à savoir l'hippodrome à Moustajon. Il a atterri sur cet hippodrome-là, il a fait un petit tour de la vallée comme ça, il a atterri sur cet hippodrome, il a redécollé de la même manière, il est reparti sans problème. Quelque temps après, c'est un local, d'origine locale, qui est venu ici, c'est Marius Terce, qui était connu pour avoir été pilote motocycliste et donc qui avait eu des débuts déjà dans tout ce qui était moteur ou motorisé. Et il était venu, lui, sur Luchon, juste 1 ou 2 ans après, c'est-à-dire quelque chose comme 1912 ou 1913. Puis,
Ensuite, bon, ben, il y a eu la guerre de 14. Un des pilotes les plus marquants de la région, c'était le général Barès, originaire d'Aspet, qui lui, au départ, était même dans la marine, donc n'était pas prédestiné à faire aviateur, et qui a finalement récolté en tant que chef général d'armée, je crois qu'il avait récolté l'aéronautique dans sa besace. Et lui, il était venu, donc au moment de la guerre de 14, il est venu poser ici sur Luchon. Ça, c'est dans les premiers aviateurs que l'on a réellement sur Luchon. Puis, ce que je disais tout à l'heure, à savoir l'orientation et l'évolution un petit peu de l'aéronautique sur Luchon, c'est qu'en 1921, Voisin, un des constructeurs aéronautiques français, s'était posé la question de savoir, bon, ils avaient du mal à faire décoller les avions et les faire rester en l'air pendant un certain temps. Et donc, Voisin avait eu une simple idée, c'est se dire, mais si déjà l'avion par lui-même, sans moteur, vole, ça s'appelle un planeur, à ce moment-là, lui mettant un petit moteur, on va accentuer son rayon de vol et sa finesse, et à ce moment-là, on pourra avoir quelque chose qui pourrait être performant. Et donc, ils ont concocté un premier avion qu'ils avaient défini plus déjà en étude, quelque chose de plus élaboré en termes d'aérodynamisme. Et ils avaient convié un pilote à l'époque qui s'appelait Barbeau. Ils sont arrivés sur Luchon avec l'avion démonté, les ailes et le cockpit, en fait la caisse de l'avion à part, le fuselage. Ils ont monté cet avion qui était sans moteur à Superbannière avec la crémaillère. Ils ont décollé, alors il y a une photo qui existe de ce décollage, là où se trouve actuellement la chapelle de Superbannière. Donc il a décollé là, il a fait un premier vol qui se situe à peu près entre 10 minutes et un quart d'heure. Il est arrivé à Luchon et là, il a atterri presque sur l'aérodrome actuel. Il a atterri là où maintenant se trouve la maison de santé, juste derrière, dans ces terrains-là. Il a été repris ensuite, redémonté, remis sur la crémaillère pour pouvoir remonter à Superbannière. Il a fait un deuxième vol. Et là, il a fait un vol de 17-18 minutes, quelque chose dans ce goût-là. Et on s'est rendu compte que finalement, ça pouvait être efficace. Donc, on lui a adjoint un moteur qui était loin des moteurs que l'on a pu voir, que M. Thomas nous a montré là, sur ces avions-là. C'était un moteur de 250 kg. Ça n'allait pas quand même très loin. Et l'idée, c'était au départ de partir des côtes de la Manche pour pouvoir atterrir en Angleterre sans le moteur. Et ensuite, avec le moteur. Donc sans moteur, ça n'a pas abouti, mais par contre avec le moteur, on s'est rendu compte que ça pouvait être un peu plus performant. C'était une des orientations de l'aviation. On s'est rendu compte qu'en mettant un moteur sur un avion qui était capable de voler par lui-même, ça pouvait être efficace. Après, on a vu qu'on pouvait aussi avoir d'autres orientations. Voilà. Lance-fusée monté sur les avions Halifax. Alors les séries 2, les avions qui étaient équipés des moteurs en ligne. Et la fusée était prise entre les crochets arrière et avant. Il y avait une alimentation électrique qui arrivait pour le départ de la fusée. D'accord. Tout simplement. Alors ici, on a l'équivalent, mais nettement plus gros. Oui. C'était un lance-bombe monté sur les Dornier 217. Je ne sais pas où est la plaquette, mais il n'y en a plus. Oui. Alors là aussi, vous imaginez la bête. Oui, là c'était des bombes de combien là? Oui, c'était pas une bombinette quand même. Hein. Oui, là c'était des bombes de 200, 250 kg, 300 voilà, kg. Exactement. D'accord. Alors, au moins un de chaque côté. D'accord. Et sous les ailes. D'accord, d'accord. Ok. On a terminé de ce côté-là? Alors, ensuite, on peut passer ici. Ça, c'est les trains d'atterrissage, non? On a ici l'atterrisseur principal de Halifax et celui de l'autre côté, évidemment. Oui. Et ici, atterrisseur arrière. D'accord. Avec son béret de relevage de la roue. La roue était ici, oui. Là, on n'a plus que la jante. Oui. Partie amortisseur, et ici pareil, partie amortisseur, là et là-bas. Déjà à l'époque, amortisseur oléopneumatique. Moi, je trouve que pour la technologie des années 40,
il y a une sacrée technologie entre les petits avions, entre guillemets, qu'on peut voir dans le ciel entre 1914 et 1918 et 20 ans après. Il y a toute une génération de technologie qui est arrivée. Ça avait évolué rapidement. Hein. Ouais, je vois ça. Et pendant la Seconde Guerre mondiale, pareil, hein, ça a évolué à une vitesse énorme. Hein. Bien sûr. Entraîneur de vol, d'origine anglaise. Alors, je ne sais pas comment M. Nissan avait pu récupérer ça, mais il avait pas mal d'amis de l'autre côté de la Manche. Donc, et c'est pour les chasseurs, non? Parce que je vois que l'habitacle est quand même un peu petit. oui, il y a des chances, oui, mais alors là, ils mettent. J'ai jamais pu savoir d'ailleurs sur quel type d'avion on pouvait se reporter. Vous pouvez extrapoler du Mystère 4 en cabine. Mystère 4, hein. Mystère 4, dont on parlait tout à l'heure. Extrapoler du Mystère 4. Le Mystère 4 qui est un avion de chez nous. Oui, mais là c'est pas la cabine du Mystère 4. Ah hein. non, pas du tout. Voilà. Non, Mais apparemment, il me semble que j'avais regardé, si je me souviens bien, ça devait être un biréacteur parce il y avait 2 comptes-tours, deux. Normalement, c'est un monomoteur à réaction, ça. Moi, on m'a toujours dit. Pour un monomoteur à réaction. Ouais, moi, je pensais que c'était un bimoteur parce qu'il y avait des instruments en double. Ah, bon, je sais pas. Mais À vérifier. j'ai jamais pu savoir l'origine. Celui-ci ne marche plus. Non, Non. là, Mais on pourrait peut-être le remettre en état aussi. hein. On pourrait le remettre en état. non, Vous dites, je pense qu'il par est. des gars. Tout est coupé là, tout a été cisaillé, les fils, tout ça. Oui, il y a beaucoup de filles qui ont été. Ouais. Il y a une modite qui s'est penchée sur la question là. Oui, ben, c'est des gens qui m'ont reparlé de ça. Et alors, Ils ont dit qu'a priori, On au pouvait début, éventuellement c'était pas chaud, mais après, en inspectant un peu plus, ils ont dit, et peut-être qu'on peut le remettre en route. d'accord. Bon, ok. On va passer à l'autre simulateur de vol. Voilà, ici on a un simulateur de vol LMT, fabrication française. Pareil, le but du simulateur, hein, entraîner les pilotes au vol sans visibilité, D'accord. ou même au vol tout court. Oui, ok. Alors, celui-ci était intéressant parce qu'il fonctionnait. D'accord. Alors, quand il y avait des enfants, je peux vous dire que il fallait se fâcher pour les faire sortir, hein, parce que ils s'amusaient bien. Oui, je Mais me bon, doute. à force de fonctionner, finalement, un jour ou l'autre, Ouais, ça n'a plus fonctionné du tout. ça n'a plus fonctionné du tout. Alors maintenant, c'était peu avant qu'on parte avec le collègue, donc du coup, c'est resté comme ça. Alors. Ici, nous arrivons dans le domaine de la propulsion par réaction. Là, nous avons un moteur d'origine anglaise, réacteur mine, fabriqué sous licence par Hispano-Suiza, puissance 2 tonnes 3 à 12 500 tours. Alors actuellement, les réacteurs ne tournent pas à cette vitesse-là. Ce réacteur, particularité, c'est un réacteur dit centrifuge. C'est-à-dire que l'air est aspiré ici, à travers cette grille, il est comprimé et il part sur l'extérieur pour alimenter les chambres à combustion. D'accord. Chambre à combustion ici, résidu de la combustion, détente des gaz à travers la turbine qui est là. Oui. Et cette turbine, elle est sur le même arbre que le compresseur. D'accord. Voilà ce qu'on peut en dire. Donc, Ce réacteur Qu'est-ce que a équipé, oui, c'est ça que j'allais dire. Il a équipé quel avion? entre autres, le Mystère 4A. Ah, ok, d'accord. Un avion qui volait dans les années 60, l'un des premiers avions de Marcel Dassault, enfin, après l'ouragan. Oui. Et à l'époque, la Steckman n'était pas encore ce qu'elle est actuellement. Enfin, on était à la bourre pour fabriquer des réacteurs, donc il fallait se tourner soit vers les Anglais, soit vers les Américains. D'accord. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut en dire? Bah, c'est déjà On peut en dire que. c'est du beau matériel. Hein. Oui, Apparemment, il est bon état, hein. Il ne vient pas d'un crash, il a Ah non. été récupéré par Lyon et Nissan. La SNECMA, certainement.
Je ne sais pas comment il s'est Tout ça, débrouillé. ça doit venir de la Snecma. Ici, oui, après, c'est fabrication Snecma. Ah, mais ça. Mais lui, Ouais, mais peut-être qu'ils avaient ça aussi dans le. Je sais pas. Dans leur truc. mais au départ, alors, ce réacteur, il a connu, au départ, c'était un Rolls-Royce anglais qui faisait 2100 ou 2200. Ensuite, il y a eu une version à 2300 et une troisième version qui faisait 2500 kg de poussée. D'accord. C'est cette version-là, qui était le Verdon, si je me souviens bien, qui, à l'époque, équipait l'avion Mystère 4A, que je n'ai connu que de loin lorsque j'étais sur la base de Nancy-Rocher. Moi, j'étais côté Mirage à l'époque, mais dans le même hangar qui était triple. De l'autre côté, on avait les réparations et les entretiens des avions Mystère 4A, de la 7e escadre de chasse à l'époque. D'accord. Et donc, il y avait ces réacteurs-là. Je les ai entendus tourner parce que le parking était juste en face de notre hangar. Donc, Ça faisait du bruit. Oui. On n'était pas à l'époque bien précis sur le bruit que ça pouvait faire. voilà. Et encore que là, c'était encore un peu acceptable si on était assez loin. Mais après, sur Mirage 3, par contre, Ça commençait à... quand on passait la post-combustion, c'était intenable. Alors, on était équipé de casques, casques en plomb et ceintures pour tenir le ventre. Hein. D'accord. Voilà. Il fallait se tenir le ventre avec... Oui, parce que quand vous passiez la post-combustion, il y avait des vibrations d'air tout autour de l'avion. Et puis, ben, vous le sentiez, là, vous sentiez les tripes qui bougeaient. Quoi. Ah d'accord, oui. Ouais, il valait mieux... D'accord. Mais auparavant, quand j'étais sur avion américain, il n'y avait pas la post-combustion. Et pour faire les réglages des moteurs, il y avait un dans la cabine, lui, il risque rien, hein, au niveau bruit, ça allait. Mais celui qui est dessous, sous le réacteur, pour régler le réacteur, pour vous dire que là, et la seule protection qu'on avait, c'était des boules pièces, qu'on avait inclus dans la caisse à outils, hein, prévu. C'est normal quand même. Mais là, j'ai laissé quelques... Quelques décibels. Ouais, D'accord. mais bon. Ici, fabrication turboméca, réacteur Marboré 4, qui équipait entre autres le Fouga Magister, qui équipait aussi l'avion Paris, qui avait deux petits moteurs comme ça, On voit qui était la 4 chevaux de l'armée de l'air. D'accord. Il avait 4 places. Ok. On voit vraiment la miniaturisation par rapport donc à l'autre réacteur qu'on a vu. Là, celui-là, je pense qu'il doit avoir moins de... Oui, mais là, on a 480 kg de poussée, alors que là, on a 2 tonnes 3. La différence est là. Mais même maintenant, les réacteurs du Rafale, par exemple, qui font 4 tonnes 6 ou 7 chacun, ils sont plus petits que ça. Hein. Mais c'est prouvé, hein, heureusement, parce que là, ça date du début des années 60, même un peu avant. D'accord. Oui, c'est après guerre. Très séquent. Réacteur. Le mot m'échappe. On a des étages les uns derrière les autres. C'est plus un compresseur centrifuge, hein, c'est un ou deux ou trois ou X étages les uns derrière les autres et chaque étage comprime un peu plus l'air qui passe pour l'envoyer dans la chambre à combustion. C'est genre piston, et ce piston se rétrécit en fonction des étapes pour arriver donc en finalité à sortir l'air. Là, c'est un compresseur à étage, les uns derrière les autres, voilà, avec les ailettes qui sont orientées de telle façon à comprimer l'air, et chaque étage comprime un peu plus pour arriver. Alors, ça permet d'avoir des taux de compression nettement plus importants qu'un réacteur comme celui-ci. Celui qu'on a vu précédemment. Alors ici, on continue. Fabrication turboméca, toujours, comme celui-ci. C'est l'Artust 3B. C'est un moteur qui est monté sur hélicoptère. Entre autres, le Lama ou l'Alouette 3. Puissance 550 chevaux. On précise même construit à 2375 unités par turboméca. Fabrication en 59.
D'accord. Vous voyez, ça remonte quand même assez loin. Hein. D'accord. Alors, toujours pareil, hein, compresseur axial à X étages, chambre à combustion et turbine derrière, et c'est le même arbre que la turbine, le compresseur. Et ici, par contre, la prise de mouvement pour aller alimenter le rotor. Voilà. Toujours fabrication turboméca. Il s'appelle le Turmastazu 14. Ce turbomoteur était monté sur l'aérotrain Bertin. Ah, celui entre Artenay et Orléans, c'est ça? Vous avez dû, voilà. Ouais, exactement. Et l'aérotrain qui se mouvait sur un rail en béton. Oui, c'est ça. Et oui, entre Orléans Et Artenay. voilà. Puissance 850 chevaux. Même, ça s'appelait Roissy en Bosse. Ah, Sorti en 1969. d'accord. Et on passe, toujours fabrication turboméca. Celui-ci s'appelait l'Astazou 13. Et ce réacteur équipé de nombreux modèles d'hélicoptères, entre autres le Gazelle, Alouette 3, puissance 700 chevaux. On me donne même une précision, vitesse de rotation 43 000 tours minute. Je ne sais pas si vous voyez, C'est énorme. hein, c'est énorme. Hein. Ah, oui. Particularité, il a une turbine à 3 étages et un compresseur axial plus un étage en centrifuge. Et puis, bien évidemment, ici, la prise de mouvement pour aller alimenter le rotor de l'hélicoptère. Ici, nous avons le moteur, l'un des deux moteurs qui équipait l'avion Nord 262, qui était un avion de transport passager pour assurer des liaisons entre différentes bases, etc. Puissance 930 chevaux. C'est ce qu'on appelait les Nord-Atlas. Non, Nord 262, c'était un bimoteur, donc 2 fois ce moteur. Ici, moyeu hélice avec les pales. C'est un avion qui, comme il y avait, moi, j'ai volé une fois ou deux, je crois qu'il y avait 25 ou 26 places. D'accord. C'était un avion de transport personnel finalement, qui pouvait être équipé peut-être pour embarquer du fret aussi, on pouvait enlever les sièges. Et moi je sais que j'ai fait un voyage Mont-de-Marsan, l'Allemagne, avec un avion de ce type-là. C'était bien pratique et beaucoup plus rapide que par le train. Turboméca, enfin, encore d'ailleurs. Moteur qui équipait le Breguet 241, un décollage court. Cet avion était venu faire des essais ici, là. Je crois qu'on l'a en photo là-bas. Le cadre au-dessus des 3 petites photos, là. Je crois que c'est celui-là. Vitesse de rotation, 32 500 tours. Pas mal. Là aussi, ça Très belle bête. brasse. Hein. Ouais, très belle bête. Pareil, compresseur axial, chambre à combustion, turbine, et c'est le même arbre que la turbine, le compresseur, comme d'habitude. Ce que je voulais dire, en fait, c'est que il y a eu des constructeurs de Luchon. Bon, on parle comment dirais-je, du baron d'Ettigny. Nous avons eu également différentes périodes. On a eu un ancien maire qui a construit pas mal de choses, qui s'appelait Monsieur Costofloré. Mais on a eu également Léon Elissalde. Léon Elissalde, c'est grâce à lui que nous avons tout ça valeur aujourd'hui et que nous avons donc une plateforme aéronautique qui est digne de ce nom maintenant puisqu'elle est clôturée, elle est vraiment validée par la DGAC, etc. Donc cette plateforme, je pense qu'elle sera de plus en plus utilisée, peut-être pas par des avions qui seront des avions à essence, mais par des avions électriques. Et donc, c'est une plateforme qu'il faut vraiment garder, conserver, parce que ça, c'est important, parce qu'il y avait eu un projet pour faire un lac en plein milieu de l'aérodrome. Bon, ces gens qui ont imaginé ça, je pense qu'ils n'étaient pas, ils n'étaient soit pas du coin, soit ils avaient un problème au niveau de l'économie. Et je demande donc à mes deux
camarades de venir ici pour la dernière. Voilà. Alors, ben voilà, nous sommes maintenant tous réunis. Bon, Christian, je suis désolé, c'est toi qui filmes, donc tu peux pas. Bon, mais tu fais partie quand même du lot. Hein. Je pense que ce que nous avons fait aujourd'hui, c'est un rappel à la mémoire. Hein. Mais nous ne sommes pas passéistes dans ce genre de choses. C'est-à-dire qu'on montre qu'on a eu des gens extraordinaires, on a des possibilités qui sont extraordinaires, la preuve on le voit, et que notre plateforme donc, aéroportuaire, on peut expliquer ça comme ça, peut servir et servira dans le futur pour les nouveaux moyens de locomotion donc, qui viendront dans le futur. Mais c'est très important de conserver donc, ce genre de choses à Luchon. On est pratiquement unique dans les Pyrénées d'avoir une piste de 750 mètres et que, voilà, tout simplement, on est vraiment unique. Donc, je rends hommage donc, à ce monsieur c'était un grand monsieur qui s'appelait Léon Elissalde. Et puis, je rends hommage surtout à monsieur Thomas. Ben si, parce que vous avez gardé la mémoire pendant 25 ans ici. Oui. Puis vous avez conservé le matériel, vous l'avez entretenu, etc. C'est pour ça que vous l'avez donné donc après à Romuald qui a poursuivi donc le musée. Mais merci Thomas, monsieur Thomas, merci beaucoup.